Bonjour à tous, merci d'avoir fait l'effort. La journée prend bientôt fin et je suis content de vous voir tous sur un sujet qui me tient à cœur, qui va consister à étudier à travers quelques exemples d'outils comment on peut, en tant que développeur, se prémunir de l'obsolescence et des vulnérabilités qui touchent à nos applications. Je suis Eric Sibert, je suis développeur freelance. Je viens ici avec les casquettes de formateur, d'auditeur et de coéquipier, ce qui m'amène du coup à saupoudrer un peu tout ça dans mon talk. Je suis également associé d'un organisme de formation par des freelances, avec des freelances, qui s'appelle Hack Your Job. Le périmètre de ce talk va consister à regarder sous l'angle de l'obsolescence ce qu'on utilise dans une application, un projet logiciel, mais aussi de voir dans la façon dont on écrit le code, d'avoir quelques idées aussi sur comment on pourrait moderniser le code. Typiquement, passer de Java 8 à Java 21, on fait un gros saut dans tout ça. Est-ce qu'on peut trouver des pistes pour nous aider, pour nous outiller? Alors, pour le clin d'œil, il y a plusieurs talks en parallèle aujourd'hui sur ce slot-là qui abordent des sujets connexes. Donc, vous êtes sans doute dans le plus généraliste d'entre eux. Donc, je vous inviterai à aller voir les autres pour approfondir, parce qu'ils sont beaucoup plus fins sur les sujets qu'ils abordent. On parlera aussi sécurité, sous l'angle de la sécurité qui touche les librairies qu'on va utiliser, les librairies qu'on utilise explicitement et peut-être des librairies qu'on ne sait pas qu'on utilise parce qu'elles sont tirées de façon transitive. Je m'arrêterai là puisqu'il n'y a que 30 minutes, mais on pourrait aller plus loin et aller vers un volet qui s'appelle la SAST, qui va être d'examiner votre code selon les critères de l'OWASP, par exemple, le top 10 OWASP, des failles de sécurité, et de voir comment on peut identifier, dans notre expérience de développeur, les failles qu'on est en train de creuser nous-mêmes dans notre code. Donc ça, je n'irai pas, mais ça pourrait être un approfondissement complémentaire à ça. Je vais me concentrer sur l'écosystème Java. Chaque écosystème est différent, vient avec déjà peut-être un SDK qui aborde ces problématiques. J'en prends l'exemple illustré ici avec NPM, où vous avez des commandes assez simples qui font déjà une partie du job pour vous permettre de voir où vous en êtes sur le projet. Peut-être que vous débarquez sur un projet, vous avez envie de prendre la température, mais aussi de pouvoir prendre des actions de remédiation par rapport à ça. Donc, le programme est ambitieux, en 26 minutes. Je vais essayer de vous apporter différents contextes d'utilisation en tant que développeur pour vous montrer qu'à tout moment, vous pourrez essayer de trouver un petit outil simple, que vous connaissez peut-être déjà, mais que vous n'avez pas pris en main, pour vous faire une idée et prendre vos décisions sur les actions à mener. On finira notamment avec un sujet qui est plus d'ouverture. Là, je vais vous montrer dans l'univers Java, mais ce qu'il faudra retenir, si jamais je n'ai pas le temps, je vous le redirai à la fin, c'est que tout devient un peu global et le concept de SBOM, sur lequel je reviendrai à la fin du talk, vise à vous permettre déjà d'avoir juste un nom pour aller chercher des outils pour chaque écosystème, afin de constituer un peu ce patrimoine, cette description de ce qu'est votre logiciel, et il vous permettra ensuite d'aborder les problématiques d'obsolescence et les problématiques de sécurité grâce à des outils. Aujourd'hui, il y en a foison. C'est un marché qui est très, très actif. Il y a énormément d'outils. Il y a des éditeurs qui sont ici aujourd'hui, qui vous proposeront justement de vous assister là-dessus. Mais on va se concentrer ici, dans ce talk, sur ce que vous avez à votre disposition gratuitement dans l'univers Java. Pour mettre un mot sur les choses, on parle, donc, dans mon travail au quotidien, quand je suis amené à faire des audits avec un partenaire ou seul, on parle de Software Composition Analysis. C'est un mot-clé que vous pouvez prendre et repartir avec pour aller chercher un peu plus d'éléments sur qu'est-ce que ça comporte.
Là aussi, je ne vais pas aborder toutes les composantes de la Software Composition Analysis. Je vais me concentrer sur les deux évoqués. Sachez qu'il y a aussi une problématique sur les licences. Quand vous utilisez des librairies, elles viennent avec des licences, donc des droits et des obligations qui viennent avec. Et c'est souvent aussi quelque chose qu'on peut regarder quand on audite une base de code pour lever des drapeaux et dire attention, là, vous ne respectez pas la licence. Pour réaliser l'analyse de composition d'un projet, d'un logiciel, on va pouvoir s'appuyer, par exemple, sur un dépôt Maven, sur un dépôt NPM. Selon l'environnement, l'écosystème dans lequel on évolue, évidemment, on va trouver un référentiel de librairie. Ce référentiel de librairie, vous en doutez, il va nous permettre de savoir quelles sont les versions disponibles, depuis quand, et pouvoir enrichir notre spectre d'informations pour savoir où on se situe, nous, sur notre projet. Et on va aussi pouvoir, sur la partie plus vulnérabilité, s'appuyer sur des bases de données qui sont publiques, la plus connue étant la National Vulnerability Database, mais il y a d'autres bases qui se proposent, qui agrègent la NVD et proposent des informations supplémentaires. Donc tout ça, dans l'idée de ce que je vais vous montrer, on n'y touche pas, c'est nos outils qui vont aller interagir avec. Le premier exemple, qui est relativement simple, mais peut-être que la plupart d'entre vous n'a pas le réflexe, c'est de se dire j'ai un plugin sur mon projet, là, je prends un exemple de projet Java Maven, j'ai un plugin. Ce plugin version, si vous le connaissez, vous l'avez sans doute utilisé pour monter les versions de votre descriptif. Pour dire, tiens, je fais une release, donc j'utilise ce plugin, soit dans ma CI, soit je le fais autrement. Et je peux industrialiser ma montée de version. Quand je suis dans un projet multimodule, ça fait sur tous les modules, je n'ai pas besoin de le faire à la main, c'est relativement efficace. Eh bien, on va regarder avec ce plugin ce qu'on peut faire en matière de vérification de l'obsolescence. Alors, est-ce que c'est synchro? Oui. Donc, je vais me placer sur mon premier projet démo. Alors, je vais remonter. Voilà, ça sera mieux pour vous. Je vais utiliser mon plugin version. Et je vais regarder qu'est-ce qu'il me propose. Il propose plein de choses. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est Display Dependencies Updates. C'est relativement explicite comme tâche. Et je le lance. Et voilà ce qui m'affiche. Donc vous voyez un récap sous forme de dashboard console des versions que j'utilise. Donc j'ai choisi évidemment un vieux projet sur mes premières formations animées. Je l'ai pas touché. Et voilà, donc il y a du boulot. Il y a un saut de version majeure pour H2. Il y a des sauts de version majeure pour des starters de Spring Boot. Ça nous donne un premier aperçu de ce qu'il y aurait à faire et nous donne les dernières versions disponibles. Si on regarde sous l'angle de ce plugin que j'ai configuré, ici vous voyez que j'ai volontairement mis à false l'élément de configuration Process Dependency Management Transitive. Donc autrement dit, dans mon approche, la recommandation que je peux vous faire, c'est commencer par les dépendances directes. Faites le boulot de mise à jour. Donc là, je ne vous l'automatise pas, c'est possible, mais parfois, il y a des réflexions aussi à faire. Hein. Est-ce que c'est juste une montée de version? Est-ce que je veux accompagner ça de montée d'API? Est-ce qu'il y a des choses qui sont dépréciées? Donc, ce n'est pas juste monter une version, c'est avoir tout un raisonnement. Ça, on en parlera plutôt sur la fin du talk. Là, pour l'instant, vous allez vous dire, OK, je fais la montée de version et j'étudie les différences, les apports de la nouvelle version. Une fois que j'ai fait ce travail-là, je peux m'intéresser aux dépendances transitives pour voir si j'ai également des dépendances qui, d'un point de vue version mineure, pourraient être montées de version pour renforcer aussi la qualité de leurs usages. Donc là, si je le relance rapidement, en ayant fait ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus
de choses. Donc là, on interroge le dépôt pour regarder, là, en live maintenant, est-ce qu'il y a une nouvelle version qui est sortie depuis la dernière fois où je l'ai exécutée. Donc il y a forcément une interaction avec Internet, et vous voyez que là, on me bassine avec plein d'artefacts en Spring, c'est normal. Si vous connaissez Spring et les starters, c'est normal que si le starter il est pas à jour, toutes les librairies sous-jacentes qui sont figées sur une version ne vont pas l'être non plus. Mais donc là, vous avez encore plus de choses à voir. Mais si j'avais monté les starters de version, je n'aurais pas tout ce bruit-là. Je pourrais me concentrer sur certaines librairies, comme par exemple Snake YAML et d'autres. Jackson peut-être apparaîtra là, puisqu'il est souvent mis à jour, puisqu'il est souvent sujet à des failles de sécurité également, apparaîtrait ici. Un autre plugin que vous pouvez utiliser, donc là j'ai fait l'obsolescence, on va s'intéresser à la partie sécurité. Donc pour la partie sécurité, je vous ai configuré un plugin qui s'appelle Dependency Check Maven, qui vient de l'OWASP. Donc l'OWASP fournit un outil Dependency Check qui est utilisable sous différentes formes, en command line, en plugin Maven, Gradle et que sais-je. Et il va vous permettre, là aussi, en une commande, de pouvoir voir si vous avez dans l'ensemble des librairies que vous utilisez un risque. Donc, ici, ça se bind sur une phase. Donc, si je fais juste un Maven, je vais faire un clean pour la forme, verify, à la fin de l'exécution, il va m'afficher. Alors là, ce qu'il fait, c'est qu'il interroge la base de données. Pareil, il va voir les dernières vulnérabilités connues. Heureusement, je l'ai lancé une fois bien avant parce que la base entière, ça prend un certain temps pour la charger. Et là, il prend le différentiel et il fait son rapport. Et là, vous voyez, d'une façon un peu pas très lisible, vous voyez qu'il se passe des choses. Alors, pour arriver dans le lisible, je vais simplement aller voir le fichier HTML qui a été généré, qui me liste les vulnérabilités concernées et qui me donne des liens et une information sur la criticité sur une échelle de, alors je ne vais pas dire 0, parce que 0, ce ne serait pas cohérent, de 1 à 10. Ce qui est intéressant, c'est que, au-delà d'avoir ça dans un rapport, vous puissiez décider de bloquer votre build si, au moment où il se fait, on constate qu'il y a une faille qui est scorée à 8 ou au-delà. Donc ici, avec la configuration, il suffirait d'activer cette configuration, je relance et je suis bloqué, j'ai un build failed. Je ne le fais pas, je gagne un peu de temps, mais cette partie-là peut rentrer dans vos critères de release, de vous dire attention, je bloque quand il y a quelque chose qui est plus sérieux que des 2, des 3 ou... Bon, après, il faut les regarder un par un, là, il n'y a pas de mystère. Je vais décider d'upgrader ou pas, ou d'attendre une nouvelle version, parce que potentiellement, c'est tout frais et il n'y a pas encore de version disponible. Je vais prendre un peu de temps pour vous montrer comment, dans un IDE, on peut faire la même chose. Le but, c'est simplement de vous dire, parfois, c'est juste à notre portée, on ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas. C'est à 2 clics et on peut avoir ces mêmes informations directement dans l'IDE. Donc évidemment, on passe d'une logique, j'ai une intégration continue et ce que je vous ai montré, je peux le jouer dans ma chaîne d'intégration continue, je peux voir des rapports et je peux poser des jalons pour y remédier, à là où c'est le développeur directement dans l'IDE qui prend la décision. Donc si je fais ça, alors normalement c'est le même projet, mais je vais juste ouvrir le projet dédié pour être sûr d'avoir mes repères. Donc ici, je suis dans IntelliJ, Ultimate, mais peu importe. C'est possible avec la version communauté. Je suis sur le pom.xml. Ah, pardon.
Problème de recopie, il me bascule en moniteur distinct. Voilà, excusez-moi. Je fais un clic droit, j'ai Check Maven Dependencies. Et là, ça m'affiche, c'est pas zoomable facilement, ça m'affiche la même chose que ce que j'avais tout à l'heure. Donc c'est un feedback très rapide. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans les méandres de Maven, de connaître la ligne de commande. Vous pouvez l'utiliser avec IntelliJ. Encore mieux, sur mon projet IntelliJ, je vais m'intéresser à un item qui s'appelle Analyze. Et Analyze me propose Vulnerable Dependencies. Ça me fait l'analyse et ça m'ouvre ici un ensemble, une liste d'éléments qui sont catégorisés avec leur score, pour lesquels je peux avoir une description, un lien vers l'outil Checkmarks qui est utilisé pour fabriquer ce plugin, parce que ça reste un plugin derrière, et pouvoir comprendre ce que j'ai comme problématique. Donc voilà pour la partie intégrée dans l'IDE, sans effort. Pour la version Ultimate, c'est déjà dedans. En Community, il faut installer un plugin supplémentaire, mais vous avez ça assez rapidement à dispo. Donc ce sont les deux plugins que j'ai illustrés là. Si on va plus loin, alors on va aller plus loin, on va se dire, retournons dans notre intégration continue, mais je ne veux pas que ça se passe sur le poste du développeur, je veux que l'équipe soit concernée, que ce soit quelque chose qui est commun à l'ensemble des membres de l'équipe. Et donc, je vais essayer de voir avec mon outil de gestion de source ce que je peux faire et comment je peux faire intégrer dans le flow de mes développements ces éléments de remédiation. Il existe aujourd'hui deux outils qui ne sont pas tout nouveaux, mais dont on reparle un peu plus ces derniers temps, qui sont Dependabot. J'ai mis GitHub devant, vous comprendrez que du coup c'est restreint à GitHub. Et RenovateBot, qui lui est plus ouvert et peut s'installer sur n'importe quel gestionnaire de sources / outillage pipeline d'intégration continue. Donc, ce qu'on va essayer de voir, alors il me semble avoir mis un lien, je vais devoir le chercher ici. Alors, c'est pas grave. Je vais vous montrer Renovate. Donc, Renovate, je l'ai mis, toujours hop, un petit switch. Donc, si je vais sur mon GitLab, j'ai un projet Renovate Runner. Donc, je suis allé prendre la doc Renovate. Rien de bien sorcier. On m'explique qu'il faut que je configure une clé d'accès pour pouvoir accéder à l'ensemble de mes dépôts, privés ou publics. Puis, on m'explique qu'il suffit que je crée une pipeline pour laquelle je vais inclure une image là, je fais référence au projet avec une version figée du bot Renovate que je vais pouvoir faire tourner sur mon GitLab. Donc c'est GitLab, ça pourrait être GitHub, ça pourrait être une autre solution. C'est là où Renovate est intéressant, c'est que vous ne contraint pas. À partir de là, je vais me dire, il faut que je schedule quelque chose. L'idée ici, c'est que c'est un job qui va tourner peut-être une fois par jour pour confronter à ce qui s'est passé en dehors de chez vous, voire chez vous, si vous avez mis des nouvelles librairies, confronté au référentiel externe. Donc, s'il y a une nouvelle faille de sécurité, il faut bien chercher, confronter tous les jours ou deux fois par jour avec cet outil. Donc, on va avoir notre pipeline qui a un schedule. Et ici, j'ai configuré un schedule toutes les heures. Donc, on voit la dernière exécution qui s'est faite.
il est allé pooler tous les repositories. Il n'y en a aucun qui avait de configuration spécifique Renovate, donc il n'a rien fait de plus que de pooler. Là, ce qu'on va faire, c'est que, là vous voyez les exécutions toutes les heures, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un projet qui s'avère être donc démo Renovate. Alors, je vais le retrouver dans mon historique. Donc Renovate Demo. Renovate Demo, toujours un projet. Pour l'instant, il n'y a rien qui caractérise Renovate ici. Je vais me dépêcher de mettre un fichier à l'intérieur. Ce fichier, je vous le montre rapidement. C'est un fichier de configuration. Je ne fais pas le détail. L'idée, c'est que vous voyez que je peux définir plusieurs managers, donc mes gestionnaires de dépôt externes. Je peux définir qui va être le reviewer des merge requests qui vont être créés. Et je peux définir mes langages, mes sauts de version et associer ça avec des labels qui vont décorer ma merge request et me permettre d'avoir quelque chose de plus lisible. À partir du moment où je vais rajouter ce fichier dans mon projet, hop. Je vais rentrer dedans et je vais le pousser. Hop. Voilà, tout va bien. Je reviens ici. Évidemment, je ne vais pas attendre la prochaine heure pour que ça s'exécute. Je vais le lancer moi-même. Et on reviendra dessus après pour gagner un peu de temps. Pipeline Schedules. Je le lance. Et je reviendrai dessus après avoir parlé du prochain sujet pour ne pas perdre de temps à regarder les logs défiler avec vous. Donc, ce qu'il faut savoir, je vous mets des liens, je mettrai le support en ligne après le talk. Il y a énormément de package managers qui sont supportés par Renovate. Donc, tout langage, on scrolle sur 2 pages en fait pour voir toute la liste. Et vous avez aussi des options de configuration qui sont très nombreuses. Vous pouvez définir le message de l'APR. Vous pouvez vraiment tout customiser. C'est assez intéressant, mais ça demande du temps, évidemment, de fine-tuner ça pour que ça soit adapté au fonctionnement de votre équipe. Jusque-là, je vous ai dit, OK, identifiez les versions qui sont défaillantes, faites-vous des plans sur la montée de version. Mais on sait très bien que ce n'est pas juste une montée de version, il faut réfléchir à moderniser notre code, voire mettre à jour des choses qui sont de facto obsolètes du moment que je monte une librairie d'une version majeure. On a des outils aujourd'hui qui sont OpenRewrite et CodeLab, dans l'univers Java pour OpenRewrite, mais il est en train de s'étendre bien au-delà de Java. CodeLab, qui vient, lui, de l'univers JavaScript, qui nous propose des recettes de mise à jour. Donc, en gros, la communauté open source a identifié des chemins de montée de version et les changements qu'il faut faire et les partage pour que vous puissiez les utiliser vous-même et vous faire votre propre expérience. Vous pouvez écrire vous-même des recettes. Là, on rentre dans un talk plus avancé. Il y a un talk OpenRewrite là en parallèle. Vous pourrez le regarder pour voir un peu s'il aborde ça sur ces 30 minutes. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de prendre un projet. Je prends le Spring Pet Clinic et je vais voir ce que ça donne de le migrer de la version 2.x vers la version 3.2. Pour vous montrer simplement
ce qui se passe au niveau du change set. Donc, j'ouvre mon projet ici, je récupère ici mon lien, vu que ce n'est pas cliquable de ce côté-là, on va le faire comme ça. Hop. Donc, j'ai ma petite page Migrate to Spring Boot 3.2. Je vais à l'essentiel. Je vois que je peux faire du Gradle, je peux faire du Maven, je peux aller dans un outil qui s'appelle Modern. Je prends ici ma CLI, je vais dans ma console, je vais sur le bon projet évidemment, Spring Pet Clinic, et je lance. Donc là, il se lance, il applique des transformations, il identifie les éléments de code qui sont sujets à transformation, et il fait les changements, il les laisse en local. Je n'ai pas fine-tuné la chose. C'est à moi d'ensuite de voir si je suis d'accord. Donc là, il run un certain nombre de recettes pour voir, pour qu'on ait le résultat. En parallèle de ça, regardons si sur mon projet, alors, mon projet, Renovate Demo, est-ce que l'effet démo est là? Non, c'est bon. Donc j'ai 3 merge requests qui sont là, qui sont tagués Java, minor, minor, major, et qui correspondent à des montées de version qui me sont suggérées. J'ai aussi une issue avec un dashboard qui reprend tout ça et qui me permet d'interagir et de dire « Ok, ça, je laisse tomber. La prochaine fois, tu ne me le proposes pas. » Puis aussi de le remettre. Donc, c'est très interactif, c'est très intéressant. Et là, je vous ai juste montré le point d'entrée pour que ça puisse vous intéresser. Côté Open Rewrite, si je regarde en sortie ici, j'ai plein de fichiers qui sont changés. J'ai évidemment mon pom.xml où je suis passé d'une version 2.7.3 à 3.2.4 de Spring, mais aussi Java 1.8 vers 17. Et le grand classique, alors il n'est pas sur celui-là, autant pour moi. Ici, Javax.validation vers Jakarta.validation, les imports ont été renommés. Donc ça, je n'ai pas besoin de le faire à la main, parce qu'il y avait une recette pour ça. Très bien. Donc, j'arrive sur la fin du talk. Je voulais vous parler de SBOM. SBOM, c'est quelque chose qui va aller plus loin que le SCA et qui va normaliser une description de votre logiciel pour permettre d'avoir quelque chose de global au niveau de la complexité de votre logiciel. Il n'y a pas que du Java, il y a du JavaScript, il y a plein de choses. Et donc de pouvoir agréger différentes choses à travers Software Bill of Materials. Pour l'anecdote, le gouvernement américain, quelques mois avant Log4Shell, a exigé de tous ses fournisseurs d'écrire les logiciels avec ce format-là. Il me reste 1 minute pour vous montrer une démo dessus. Donc on va se concentrer sur l'initiative de l'OWASP, qui est CycloneDX, qui pour moi aujourd'hui est le plus actif, sachant qu'il y a aussi SPDX qui existe, qui sont donc des implémentations en quelque sorte du SBOM. Et je vais vous montrer comment on peut, à partir du plugin CycloneDX, générer un SBOM rapidement. Et ensuite, qu'est-ce que se demander ce qu'on peut en faire. Alors, hop, le timing est très juste, mais on va y arriver. Donc, vous voyez que c'est un plugin à rajouter. Je l'avais déjà rajouté, donc j'aurais pu gagner quelques minutes. Je vais l'ouvrir ici. Je suis sur le bon projet déjà. Donc, j'enlève tout ça. Je roll back pour ne pas avoir d'effet démo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon
mon package. Donc là, on a fini, et je peux déborder d'une minute si c'est OK. Juste vous montrer que ça génère ici un fichier POM à BOM dans le target. Dès qu'il aura fini. Donc là, il résout les dépendances. J'ai un fichier qui a été créé ici, bom.json. Je peux le prendre. Et c'est là où on peut s'intéresser, pour finir, à des fournisseurs de services à valeur ajoutée autour de ça. Donc, par exemple, Snike, je colle mon SBOM et je lui demande de regarder. Et il me donne 39 issues par rapport à ça. Il m'agrège tout ce qui peut être intéressant à traiter. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.